Bienvenue dans Big Boss. Notre émission aujourd'hui nous emmène dans les coulisses de la construction, n'est-ce pas Paul? Bonjour. Bonjour Marie-Noël, oui en effet, notre invité fait dans le béton, mais pas que. Eric Dovsota est le patron, le CEO de la société CIT Blaton. Bienvenue à bord, bienvenue dans le studio, monsieur Dovsota. Vous êtes le patron, mais en fait, il faut dire que chez CIT Blaton, il y en a deux. Il y a deux co-CEO, le mot n'est pas très heureux. Comment on fait quand il y a deux patrons? Il y en a un qui domine l'autre, si j'ose dire? Pas du tout, on a une chance inouïe. En fait, on a fait nos études ensemble et on a eu la chance, au terme de nos études, d'être engagés en même temps par CIT Blaton. Et on a fait toute notre carrière chez CIT Blaton. Quand on est deux, est-ce que parfois c'est pas plus compliqué justement de trouver des solutions? Je pense que par rapport à un secteur qui est un secteur éminemment compétitif comme celui de la construction, sur le long terme, le fait d'être à deux, c'est surtout un atout. Principalement dès lors que les problèmes d'ego ont été rangés, évacués, rangés de côté, et le fait de se connaître de longue date fait que le succès de l'un et le succès de l'autre, et je veux dire, on partage aussi les échecs, et sur le long terme, Dieu sait ce qu'il y en a. Par contre, deux patrons, c'est plus cher qu'un patron, j'imagine. Oui, ça pèse quand même sur les coûts de l'entreprise d'une certaine manière, surtout si ça dure 20 ans. Oui, exact. Mais bon, à l'époque, on avait été engagé pour le prix d'un seul. Hein, donc, un prix du rose, si j'ose dire. Non, mais je dirais plus sérieusement, ça nous a permis aussi d'avoir une croissance ces dernières années, puisque quand on a pris la direction de l'entreprise en 2012-2013, on a eu l'occasion d'insuffler un nouvel élan, et avec l'accord des actionnaire d'ailleurs, puisque on ne peut pas se faire l'un sans l'autre, on a quand même réussi à augmenter considérablement le chiffre d'affaires. On en parlera dans un instant. Ouais. On va en parler pour faire connaissance avec l'entreprise, rien de tel qu'un portrait en images. On part tout de suite sur l'un de vos chantiers et on en parle ensuite. Reportage. Aéroport de Bruxelles. Depuis 9 mois, une septantaine de personnes travaillent sur l'un des projets phares de l'année pour la société CIT Blaton, le projet Gateway. En août 2016, l'ancien terminal de l'aéroport deviendra le siège social d'un grand cabinet d'audit sur 10 étages et quelques 55 000 m². La construction du connector, le nouveau bâtiment qui relie le terminal à la jetée, à peine achevée, ce nouveau chantier met l'expertise de l'entrepreneur à l'épreuve. On a des contraintes d'auteur, donc nos grues tours, on a dû les limiter en hauteur pour satisfaire au niveau des voies aériennes pour Belgo Control et le système ILS d'atterrissage. On a les contraintes aussi d'environnement, donc tout ce qui est sur chantier doit être quotidiennement nettoyé, ramassé pour qu'il n'y ait rien qui passe sur les pistes d'atterrissage. Ici, on est très loin de la fabrication de statues de jardin produites en 1865 à la première usine Blaton de Schaerbeek. Le goût de construire s'est ensuite transmis de génération en génération. L'entreprise a été créée en 1954 par Émile Blaton, une entreprise qui encore aujourd'hui a un actionnariat qui est uniquement familial. Donc l'entreprise a maintenant un peu plus de 60 ans d'existence, ce qui est pour nous un gage aussi de stabilité et de fiabilité. La gare de Liège-Guillemins, les tours Galaxy, Dexia, Zénith à Bruxelles, des hôpitaux, des hôtels, avec une moyenne de 50 chantiers par an, CIT Blaton n'exporte pourtant pas son savoir-faire très loin. Aujourd'hui, nous avons une filiale au Luxembourg, filiale qui réalise à peu près un tiers du chiffre d'affaires consolidé total de l'entreprise. Donc nous exportons très bien hors Belgique, mais c'est sûr que la société, elle est bruxelloise, elle est familiale, elle est ancrée en Belgique. Partout en Belgique, elle s'étend de plus en plus, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, Bruxelles évidemment, mais également sur le Luxembourg. De par le passé, nous avons aussi été à l'outre-mer, mais c'est une période qui aujourd'hui est révolue. Et ces 5 dernières années, CIT Blaton s'inscrit comme le leader de la construction de bâtiments résidentiels. Avenue Van Volxem à Forêt, après avoir transformé le Wils en centre d'art contemporain, les anciennes manufactures Bata en logement, l'entreprise s'est attaquée à une ancienne usine de machines à bois. L'ancrage local est clairement marqué ici au niveau du quartier. Ce n'est pas un des quartiers les plus favorisés de Bruxelles et pourtant nous y sommes présents et on sent autour une dynamique qui est en train de prendre. Et en plus, les standards au niveau thermique et qualitatif de ce type de bâtiment sont de plus en plus élevés. Et nous avons derrière moi des bâtiments passifs, face à moi des bâtiments très basse énergie qui sont dans les plus performants aujourd'hui au niveau du secteur. La maîtrise des nouvelles techniques demande au secteur de la construction de se renouveler sans cesse. Et CIT Blaton a été le premier à montrer l'exemple. Son siège situé à Schaerbeek est le premier bureau passif construit en région bruxelloise.
Alors 5 générations de Blaton sont succédées, pourtant vous n'êtes pas du tout de la famille Blaton. Comment êtes-vous rentré dans la société alors? Et donc moi je suis rentré par la petite porte, c'est-à-dire après mes études, et je commençais à faire du chantier, faire des études dans le bureau d'études. Donc j'ai appris mon métier sur le tas, ce qui à mon sens est la meilleure façon d'apprendre son métier. Et donc je dirais que dans cette société, depuis quelques années, l'actionnariat a souhaité déléguer la gestion journalière, la gestion quotidienne à une structure de type administrateur délégué. Non, pas avec nous pour la première fois. Il y avait deux administrateurs délégués antérieurs. Et donc l'actionnariat est présent dans le cadre des conseils d'administration. L'actionnariat toujours 100% familial, 100% CTI Blaton, 3 branches. 3 branches familiales. 3 cousines. Et au conseil d'administration, pour représenter l'intérêt des 3 branches de Blaton, ce sont 3 femmes. C'est assez banal, assez peu banal pour le dire. La présidente Sophie Leclerc, qui a elle-même une entreprise de développement immobilier, Angèle Delis-de-Kerck et Sandrine Blaton, qui toutes les deux ont également une activité dans l'immobilier. Donc elles connaissent le secteur, elles connaissent le métier. Elles sont tombées dedans quand elles étaient petites et c'est vrai que c'est un peu particulier, mais ça ne pose aucun problème. Pardon ? Tu dis patron, il y a des patronnes. Tout à fait, mais bon, je pense On va peut-être jeter un coup d'œil sur les chiffres à présent pour voir un petit peu l'évolution de votre entreprise, en tout cas entre 2014 et 2009. Alors on le voit, le nombre d'effectifs par exemple, eh bien il a diminué. En 615 personnes travaillaient pour CIT Blaton en 2009. Elles sont aujourd'hui 565. Quant au chantier, par contre, leur nombre a augmenté entre 2009 et 2014. On est aujourd'hui à 50 chantiers. Le chiffre d'affaires, lui, a à peu près doublé entre 2009 et 2014. Quant au bénéfice net, eh bien, il a plus que doublé puisqu'on est passé de 1,5 million d'euros à 4 millions d'euros. Oui, c'est ça. C'est une machine qui tourne bien. Si on regardait un peu plus près les chiffres, on verrait aussi qu'il y a beaucoup d'argent, de capitaux propres. Là, les Blatons sont derrière et plus que derrière l'entreprise. Ceci dit, vous faites plus d'argent, plus de bénéfices, mais avec moins de personnes, finalement. Comment est-ce qu'on explique ça ? Il y a plusieurs paramètres. D'abord, les chiffres ne peuvent pas être interprétés, je dirais, de manière trop simpliste non plus. Je dirais, les cycles dans le secteur de la construction sont des cycles d'à peu près 5 ans ou 6 ans avec des hauts et des bas. Et c'est vrai que les effets de résultats sur chaque année peuvent être des effets qui sont différés en réalité. Oui, ce sont deux photos à un moment donné. Ouais, voilà, c'est des photos, mais il faut effectivement analyser ça. Mais donc la tendance, si vous voulez, c'est qu'effectivement, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le métier est devenu de plus en plus technique, c'est-à-dire qu'on doit proposer à nos clients un support en termes d'engineering qui est beaucoup plus important que par le passé dans le cadre des études qu'on peut proposer. Pour répondre aux performances énergétiques aussi qu'on demande, comme on l'a notamment, mais on constate aussi que je dirais, le mode d'adjudication a évolué. On a pas mal de projets qui sont des projets en design and build, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire la conception d'un projet, de le construire. Donc ça nécessite en partie amont un staff. Vous engagez plus d'ingénieurs alors qu'il y a quelques années ou quoi ? On a engagé effectivement pas mal d'ingénieurs et notamment pour renforcer notre pôle engineering. Donc c'est-à-dire et dans ces ingénieurs, on retrouve effectivement des physiciens du bâtiment, des ingénieurs en technique spéciale, des ingénieurs. Mais l'emploi recule, on le voit. C'est parce que vous faites davantage appel à la sous-traitance ou bien parce que le dumping social, comme on dit, est passé par là, c'est-à-dire ce courant qui va rechercher de la main-d'œuvre extérieure étrangère et moins coûteuse, disons-le comme ça. C'est un paramètre effectivement dans l'équation. Il y a aussi le fait que sur certains projets, nous travaillons non pas avec de la sous-traitance pour notre core business qui reste le béton, hein, vous l'avez dit en préambule, mais également pour, je dirais, toute une série d'autres techniques, comme les techniques de conditionnement d'air, des techniques de parachèvement, qui traditionnellement sont toutes techniques qui sont sous-traitées. Et
les chiffres laissent transparaître également le fait qu'on a pas mal de projets qui sont des projets de ce type-là qui ont été développés. Mais vous allez chercher les équipes ouvrières ailleurs, dans quel pays en particulier? Non, en fait, on ne fait pas une démarche vis-à-vis d'un pays en particulier. Donc je dirais que la première chose qu'on cherche à faire, c'est maintenir l'emploi chez nous. Donc, ce qu'on a fait pour maintenir une compétitivité, c'est investir dans des unités de préfabrication. Donc on a 2 unités de préfabrication. Des usines. Hein, des usines, si vous voulez, mais de taille réduite. On essaie d'avoir une démarche ciblée. Donc une démarche... Mais vous allez aussi chercher de l'emploi moins cher ailleurs, pour le dire, sont ramassés. Bien sûr que par rapport à la compétitivité sur certains dossiers, quand on doit remettre prix, on a été obligé évidemment de s'adapter au niveau de prix qui était, je dirais, donné par les résultats de certaines adjudications pendant tout un temps. C'est pas un problème moral, ça, de faire appel C'est un problème, effectivement. Moi, je dirais qu'en tant que citoyen, notre souhait, c'est de maintenir l'emploi en Belgique et de maintenir notre activité. Mais cet emploi, il chute. C'est indéniable. Les derniers chiffres, il y a eu une manifestation très importante cette semaine, place du Luxembourg, devant l'Europe, avec le secteur de la construction est le premier à souffrir de ce dumping social. Ce qui est évidemment un peu paradoxal, c'est que d'une part, les marchés publics qui sont en grande majorité régis par des critères de prix, c'est-à-dire que c'est le prix qui compte, c'est-à-dire que vous devez être compétitif. D'abord sur la question du prix. D'abord sur la question du prix, donc forcément vous êtes obligé. C'est typique de la Belgique ? Mais je dirais qu'il y a des pays qui utilisent des règles de choix, qui sont des règles de choix plus équilibrées, et qui, par exemple, éliminent le moins 10 ans ou qui ajoutent des critères qualitatifs. Alors je ne dis pas qu'en Belgique... Aujourd'hui, on ne peut pas se passer quelque part de la fraude ? Moi, je pense qu'il faut évidemment éviter cet amalgame de fraude parce que vous utilisez le terme dumping social. D'abord, il y a des règles européennes qui sont des règles qui ont été édictées pour justement favoriser la compétitivité des entreprises dans l'espace intra-européen. Et ces règles existent. Et donc, mais ça ne marche pas. On le voit. Il y a quand même, dans le secteur de la construction en premier, on voit qu'il y a quand même un gros problème au niveau de l'engagement de certains pays, certains ouvriers étrangers. Ce que les gens ne voient pas, c'est que en fait, ce problème existe de longue date et existait dans d'autres secteurs déjà depuis pas mal de temps. Pour l'instant, il est mis en exergue sur certains gros projets. Et je pense que c'est une erreur de pointer du doigt les grosses entreprises telles que les nôtres parce que le problème est beaucoup plus général que ça, à la limite. Il est plus général. Je dirais, je le positionnerais, je dirais, même dans un autre, je dirais dans une autre sphère. Prenons l'exemple, par exemple, d'un téléviseur. On sait tous que la plupart des téléviseurs sont assemblés dans les pays asiatiques. Est-ce qu'aujourd'hui, sous prétexte qu'un téléviseur serait assemblé à Schaerbeek, monsieur Tout-le-Monde accepterait de payer son téléviseur 25 ou 30% plus cher, par exemple. Donc je dirais que c'est une forme d'hypocrisie que de stigmatiser le secteur de la construction aujourd'hui. Il y a des contrôles réguliers quand même pour justement empêcher cela. Est-ce que CIT Blaton est régulièrement contrôlé sur ces chantiers ? Bien entendu, et je dirais que nous respectons la législation, et c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, il y a un cadre qui est un cadre européen, et la première chose, je dirais, c'est de régler le problème au niveau européen. Cette régulation doit être... Écoutez, moi je pense que la première chose, c'est de stopper cette spirale infernale de l'adjudication par prix le plus bas. Je pense qu'il existe des mécanismes pour permettre justement de coter les entreprises sur d'autres critères. Et je pense que ça c'est une réponse qui est une réponse claire. Maintenant, est-ce que je dirais, il y a une volonté politique d'aller dans cette direction? Parce que c'est beaucoup plus simple, évidemment, de pointer du doigt les entreprises. Je dirais, c'est un peu plus jadis que d'avoir cette démarche-là. Et donc, nous, on s'inscrit en faux par rapport à ça. Un grand chantier qui fait beaucoup parler de lui, ces derniers jours, c'est le stade du futur stade national. Le dossier a enfin bougé tout récemment. On voit ça tout de suite en images. L'accord est enfin tombé entre la ville de Bruxelles, le club d'Anderlecht et le promoteur du futur stade national Gelamco. La conférence de presse de ce samedi matin donnée à l'hôtel de ville se voulait très solennelle. Moi qui suis dans ce dossier depuis 1987, je n'ai jamais vécu un moment comme ça. Il est historique ce moment-là. Je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont participé à cela.
Les négociations concernant l'accord n'ont pourtant pas été des plus faciles. Le club d'Anderlecht, futur locataire, devra s'acquitter d'un loyer de 10 millions d'euros par saison. Nous voulons pouvoir dire à nos spectateurs que pendant 30 ans, ils seront dans le meilleur stade de Belgique. Mais ce qui fait grincer des dents certains, ce sont les 4 millions d'euros annuels qui seront versés par la ville de Bruxelles. Une somme pourtant identique à celle allouée depuis des années aux réfections multiples du stade Roi-Baudouin. Désormais, l'argent aura une autre vocation. Et c'est l'accord que nous avons avec le Sporting d'Anderlecht, que je remercie vraiment. Ils ont compris qu'il fallait s'investir dans une politique socio-sportive, être dans les quartiers, avec les joueurs, les entraîneurs, avoir des liens avec la jeunesse bruxelloise. On passe d'une charge de 4 millions d'euros par an pour Bruxelles à une plus-value, un investissement de 4 millions qui va servir à la jeunesse bruxelloise et aux Bruxellois. Maintenant, on va dire « Ah, la ville va mettre 4 millions dans l'exploitation du stade ». Mais c'est ce qu'on fait pour l'instant pour rien avoir. Alors, il y a un moment donné où les petites guéguerres internes par rapport à l'ambition d'une ville, l'ambition d'une région, l'ambition d'un pays, il faut arrêter. Il faut être ambitieux un jour dans ce pays. Un parc de 11 hectares ceinturant un stade de 60 000 places assises, 12 000 places de parking et 5 000 places destinées aux vélos. Le morne paysage du parking C du Heysel appartiendra bientôt au passé. Le début des travaux est prévu pour 2016. Le stade devrait quant à lui être opérationnel pour juillet 2019. Voilà Alain Courtois qui s'énerve un peu, qui dit bon sang, un peu d'ambition pour cette ville. Est-ce que c'est un projet qui vous fait sens? Vous n'allez pas me dire le contraire, hein, on va construire des choses là-dedans. Vous êtes d'ailleurs en lice pour une partie de ce grand projet d'aménagement du plateau Heysel. Oui, pour le stade, nous n'étions pas en lice. Donc et c'est fait d'ailleurs. Et de toute façon, c'est fait. Nous sommes en lice pour Néo 2, donc il y a le centre de congrès. Donc vous savez qu'il y a Néo 1, Néo 2, Néo 3. Néo 2, c'est le centre de congrès. C'est le centre de congrès avec une série d'aménagements. Il y a un hôtel. Donc c'est un projet ambitieux. C'est vrai, on parle d'ambition. Alain Courtois dit, je reviens à ma question de base, j'ai un petit peu oublié. Ça manque ce genre d'ambition. On ne se bouge pas assez à Bruxelles pour des grands projets où on fait un peu bouger les lignes, et notamment immobilières. Et je pense que Bruxelles, si elle veut rester dans la course par rapport aux villes telles que Paris, Lille, Londres, les villes périphériques de nos voisins, doit avoir de l'ambition. On doit pouvoir avoir une ambition architecturale, on doit avoir de l'ambition par rapport à ce genre de projet. Et oui, effectivement. Mais ça manque, dit-il. Hein. Bon, là, il y a un projet, ok, mais pour le reste, on sent que s'il s'énerve, il n'est pas le seul, parce que ça n'a pas beaucoup bougé depuis un bon moment. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tout est assez compliqué à Bruxelles. On le sait. Bruxelles, en plus, est entourée par 2 régions. Et donc, on sait qu'au niveau politique, les compromis sont complexes. Maintenant, je pense que Bruxelles va bouger dès lors que certaines personnalités décident de prendre à bras-le-corps certains projets. Et c'est vrai que quand on se mouille, entre guillemets, pour tirer un projet vers le haut, on essuie des critiques, mais ça fait avancer les choses. Et je pense que, globalement, un projet comme Néo est un projet qui a du sens, en termes de mobilité notamment, puisque on a déjà un site qui est très très bien desservi, donc je trouve que effectivement. Où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui dans le projet Néo? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Écoutez, on est à peu près je dirais, au dialogue compétitif, donc en tout cas en ce qui nous concerne. Donc c'est vrai que là, on ne peut pas dire grand-chose. Le centre de congrès, il n'est pas encore complètement décroché par CIT Blaton? Non, pas du tout. Je ne voudrais surtout pas affirmer ce genre de choses. Non, on est vraiment loin du compte. On est vraiment dans le cadre je dirais, d'un dialogue compétitif. Donc je dirais c'est quelque chose qui va prendre encore pas mal de temps. Vous parlez de mobilité. On va voir une carte que vous allez tout de suite reconnaître, puisqu'il s'agit du Pentagone. Oui. Il y a un grand événement qui va se dérouler à partir de lundi. On voit ici, les voitures, elles seront circonscrites en bleu, et le centre du Pentagone, eh bien, il sera piétonnier. Oui. En vert, quel regard, oui, en vert, en jaune, bon, en fonction des différents véhicules qui peuvent passer. Votre regard sur cette initiative, une bonne idée pour justement l'ambition de Bruxelles? Prenons l'exemple de Bordeaux, qui est la ville qui a donné le là par rapport à ce genre de démarche. Je dirais qu'aujourd'hui,
à Bordeaux, personne ne remettrait en question, je dirais, ce grand piétonnier. Il faut évidemment qu'en termes de mobilité, en termes de transport en commun, les gens puissent se dire, ok, on n'aura pas de problème au niveau des parkings périphériques, on n'aura pas de problème au niveau des transports en commun pour pouvoir accéder aux différents points qui seront piétonniers. Donc je dirais qu'à partir du moment où l'ensemble est bien conçu, pourquoi pas. Et est-ce que ça va vous amener à revoir le centre-ville, qui n'est pas le lieu où on bâtit le plus de bureaux? Je ne dis pas que vous construisez que des bureaux, oui, mais le centre-ville n'est pas le plus bâti ou le plus rénové qui soit pour le moment. Beaucoup de choses se sont faites à la périphérie de Bruxelles, c'est-à-dire juste à côté, en région wallonne ou région je pense qu'en résidentiel, il y a pas mal de choses qui bougent du côté du centre-ville malgré tout. Il y a quelques projets qui ça risque pas d'éloigner les entreprises gourmandes en bureau et donc de vous coincer un peu dans certains développements? Écoutez, je dirais pour l'instant, il y a clairement eu une concentration des immeubles de bureaux, d'une part, quartier nord, et d'autre part, dans le district européen, qui lui vise clairement, d'une part, les administrations européennes et toutes les sociétés de services qui peuvent graviter, les sociétés de lobby qui peuvent graviter autour. Je dirais que dans la partie historique, la partie centrale de Bruxelles, je pense qu'il y a de la place pour du résidentiel, et je pense que c'est aussi un défi pour Bruxelles de pouvoir... D'ailleurs, vous êtes recentré, on peut le dire, sur tout ce qui est logement. Aujourd'hui, à Bruxelles, on a vu le projet Van Volksem. Quel est l'avenir? C'est clair que depuis la crise financière de 2008, le nombre de projets de bureaux qui étaient initiés à blanc, donc c'est-à-dire sans un occupant final ou un acquéreur final par les promoteurs, a nettement diminué. Et en parallèle, la demande de logements neufs de qualité, elle a augmenté. Donc forcément, je dirais, le défi pour Bruxelles, ça va être effectivement d'avoir un parc de logements de qualité à coût. Mais ça ne change rien au problème de l'inoccupation de nombreux bureaux sur Bruxelles. Tout à fait. Donc cette inoccupation va entraîner vraisemblablement des réaffectations de ces immeubles de bureaux. On a participé d'ailleurs à une série de projets où on a transformé notamment un immeuble de bureau en seigneurie, en résidence-service et en maison de repos. Donc c'est des choses qui existent et qui se font. Ça reste évidemment, je dirais, encore assez limité, mais c'est une façon de réaffecter certains immeubles de bureaux qui... Il faut aller dans cette direction-là, quoi. En tout cas, c'est une piste. Les régions wallonnes et bruxelloises ont présenté un plan stratégique pour réactiver, relancer l'économie à Bruxelles d'ici 2025. Tout le monde était là pour se féliciter de ce plan et il a été également salué par les syndicats. On regarde. Forte de 160 chantiers, la stratégie Bruxelles 2025 prévoit de renforcer l'enseignement bilingue pour mieux former au marché de l'emploi. Un guichet unique pour indépendants sera créé pour les soutenir. Et puis la garantie jeunesse pour l'emploi sera étendue et soutenue par l'ensemble des ministres. On voit les chiffres du chômage s'améliorent, mais il faut aller beaucoup plus loin. Aller ensemble, tous partenaires économiques confondus, tous partenaires politiques confondus. Fait plutôt rare en ces temps sociaux tendus, les syndicats sont présents et soutiennent. En ce qui concerne la FGTB, par exemple, je peux vous dire que nous sommes extrêmement heureux de voir que le texte a intégré une mise sous haute protection de l'emploi industriel dans cette région. Il n'y a plus beaucoup de grandes entreprises. Il y a Audi, il y a la SAPCA, il y a Viangro. Et le gouvernement régional s'est engagé à faire tous les efforts requis pour que cet emploi industriel qui a beaucoup diminué au cours des dernières années, eh bien, il soit protégé. Tous les acteurs le reconnaissent, Bruxelles est un poumon de l'économie nationale. La soutenir est donc profitable à tous. Voilà, petit rappel de ce qu'est le programme 2025 annoncé. Alors vous êtes un bâtisseur et vous êtes aussi un employeur bruxellois. Est-ce que ce plan vous convainc ou est-ce que c'est un parfum de grand machin, comme dirait l'autre? Et ça, on jugera sur les faits. Moi, je pense que, regardons le côté positif. C'est la première fois que, je dirais, un plan d'une telle ambition est en tout cas proposé, qui plus est avec l'aval ou en tout cas l'accompagnement des régions, même si il y a un petit couac ou en tout cas été interprété comme tel par rapport à la région flamande, à la communauté flamande. Mais je pense que globalement, les trois régions ont intérêt à ce que Bruxelles soit performant. Et donc, moi, je trouve qu'il faut regarder les choses de manière positive.
que la région wallonne et la région flamande ont un petit peu tiré parti le maximum de ce qu'elles pouvaient de Bruxelles, et que Bruxelles est comme tombée entre deux tables, ne s'est pas développée, et que l'économie, ça passe que Bruxelles ne tire pas parti de l'économie. C'est clair, puisqu'il suffit de voir le nombre de navetteurs. D'ailleurs, des problèmes de Bruxelles, c'est le problème de la mobilité en périphérie, évidemment à l'intérieur même de Bruxelles, mais en périphérie, c'est un sérieux souci. Mais donc quand on voit je dirais, le nombre de navetteurs qui viennent travailler à Bruxelles, ils viennent évidemment de la région, des deux autres régions, donc forcément... Ça vous pose un problème dans le recrutement, justement, pour vos chantiers notamment ? Tout à fait. Aujourd'hui, la problématique de mobilité sur les grands axes ne rend pas très attractif pour des collaborateurs talentueux qui viendraient du nord ou du sud. Et là, on a dû développer d'ailleurs certaines souplesses en termes on va dire de téléworking, si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas permettre à nos collaborateurs de pouvoir travailler à distance de cette manière, et donc ne pas exiger une présence physique tous les jours à Bruxelles. Et c'est tenable à long terme, ça ? Moi, je pense que, évidemment, comme on est un acteur également national, on a en quelque sorte décentralisé de facto notre activité, puisqu'on travaille partout en Belgique sur différents sites. Donc les progrès informatiques font qu'on peut faire beaucoup de choses à distance. Moi-même, quand je suis au Luxembourg, je n'ai pas de bureau, je travaille via le Wi-Fi et via... Donc pour rester bruxellois, il faut en partie ne plus l'être, quoi, et se développer ailleurs, finalement. C'est un peu ça. Tout à fait, oui. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Dovsota, d'être venu dans Big Boss pour nous parler de votre métier dans la construction. C'est la fin de cette émission et on vous retrouve aussi dans l'édition du week-end de l'Écho. En effet, Marie-Noëlle, merci d'avoir participé à cette dernière de la saison. Voilà, c'était un plaisir en tout cas de passer cette saison avec vous, mais on revient l'année prochaine, c'est promis. À très bientôt, bel été à tous.